Monsieur le ministre, je vous propose de commencer nos travaux. Merci d'avoir accepté cette audition, monsieur le ministre. Madame, mes chers collègues, donc notre mission d'information sur la simplification législative, que j'ai l'honneur de présider avec Thierry Mandon comme rapporteur, entend porter ses travaux davantage sur une rationalisation du flux normatif que sur la simplification du stock. Alors vous savez bien, et vous l'avez salué, que le rapporteur Thierry Mandon est coprésident du Conseil de la simplification qui a été voulu par le président de la République et dont vous êtes membre. Donc notre mission, c'est plutôt sur comment mieux légiférer plutôt que rationaliser, donc comme je l'ai dit, le flux, le stock de normes. Nous avons commencé nos travaux il y a 2 semaines par un déplacement à Bruxelles pour voir ce qui se passe, que ce soit en Belgique ou à la Commission européenne. Nous nous rendons la semaine prochaine à Londres et ensuite à Berlin, en se disant que ces 3 pays ainsi que les Pays-Bas, que nous allons avoir fin mars, ont mené des travaux de simplification et de rationalisation et qu'on peut peut-être s'inspirer de ce qui est fait là-bas. Nous vous auditionnons aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que vous êtes l'auteur avec Monsieur Jean-Claude Boulard d'un rapport sur la lutte contre l'inflation normative que vous avez remis en mars 2013 au Premier ministre, rapport qui a eu un très bon accueil dans les médias et puis même au niveau des collectivités locales et de l'ensemble du fonctionnement des institutions, et aussi parce que vous présidez la commission consultative d'évaluation des normes appelée à évoluer prochainement au Conseil national d'évaluation des normes. Voilà, je vais vous laisser la parole très directement pour que vous nous parliez naturellement des propositions que vous avez faites et puis aussi des conseils que vous pouvez nous donner sur comment mettre en œuvre ce que vous préconisez. Quels sont le mode opératoire, parce que souvent on a des très bonnes idées en France, mais on pêche quelquefois sur la façon de les mettre en œuvre. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord merci de votre invitation sur ce sujet un peu éternel qui est celui de la politique normative de la France. Je propose de faire peut-être un petit propos introductif pendant une dizaine de minutes et ensuite me soumettre au jeu des questions et des réponses. Alors il est vrai que je suis un praticien du droit depuis 40 ans, puisque mon métier initial était celui de juriste, et j'ai été parlementaire pendant 20 ans, et je préside depuis 5 ans la CCEN qui surveille les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, ce qui donne une certaine expérience dans la durée. Alors avec votre permission, je voulais vous dire que je pense que vous entendrez les meilleurs experts et que je me borderai plutôt à vous livrer les enseignements que je peux tirer de cette expérience que je viens de vous donner. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que la source de la loi en France est d'origine gouvernementale, sous-entendu, elle est d'origine des administrations centrales. Je sais bien que le Parlement est à l'initiative pour ces propositions de loi, mais tout de même, le maximum des textes qui sont adoptés par le Parlement ont pour source les administrations centrales. Je ne parle pas du règlement, où là, c'est intégralement comme source les administrations centrales. Or, l'examen du Parlement, mais je parle sous votre contrôle, pour la loi, ne change pas fondamentalement ni la méthode d'élaboration, ni la ligne, j'ose pas dire éditoriale, mais la ligne rédactionnelle du texte. Or, si nous faisons un peu de sociologie administrative, les administrations qui rédigent les projets de loi les rédigent vu de leur position qui est centrale, de leur position qui est élevée par rapport à ceux auxquels les textes s'appliquent, et du point de vue de leur rôle dans l'organisation des pouvoirs publics. Beaucoup de textes sont écrits en fonction du contrôle qui sera effectué ensuite, non pas en fonction de la possible ou de la facile applicabilité du texte. Ce qui veut dire que nous avons des textes qui ne sont pas faits pour ceux auxquels ils s'appliquent. Pardon de le dire aussi simplement que ça.
S'agissant des administrations, ce que je veux dire n'est pas très agréable pour elles, mais elles sont d'une culture juridique très faible. Elles sont d'une très haute technicité dans le droit spécialisé qu'elles écrivent depuis de très nombreuses années, mais leur culture juridique est faible. Dans certains cas, j'ose vous dire qu'elle est indigente. C'est-à-dire que ils ont fait, généralement, elles ont fait, ces administrations, elles ont une culture de l'équivalent d'un doc de droit aujourd'hui. Pas davantage. En revanche, c'est vrai que si elles vous écrivent un texte sur l'urbanisme, sur les droits très spécialisés, le droit de l'environnement, tout ça est d'une technicité très élevée. Mais vous pouvez trouver dans leurs propositions rédactionnelles des dispositions qui, sur le plan du droit, sont d'une indigence et d'un risque juridique extrême. C'est la raison pour laquelle il me semble que vous avez à renforcer votre travail dans l'examen de ces textes d'un œil très préoccupé, très attentif sur les principes généraux du droit. Ainsi, nous constatons très souvent à la CCEN le fait que la hiérarchie des normes n'est jamais respectée. C'est-à-dire que les administrations centrales et le Parlement a laissé passer des choses, ont complètement oublié la délimitation des domaines respectifs de la loi et du règlement, c'est-à-dire la méconnaissance absolue de l'article 34 et de l'article 37 de la Constitution. Alors, pour avoir été parlementaire, on peut penser que le Parlement est assez satisfait de pouvoir entrer subrepticement dans le domaine du règlement pour avoir une influence sur le contenu définitif du droit qui s'appliquera. Avec le recul, je dirais que ce n'est pas de bonne méthode. Ce n'est pas de bonne méthode parce que ceci aboutit à ce que la loi contienne un luxe de détails qui la rend extrêmement difficile à appliquer sur le territoire. Et je pense qu'il y a des moyens pour le Parlement de veiller à ce que l'intention du législateur soit respectée, d'abord par le rapport de la commission saisie au fond, ensuite par la discussion générale, ensuite par les exposés des motifs des amendements qui, lorsqu'ils sont adoptés, constituent pour le pouvoir réglementaire une obligation de ne pas ensuite ignorer l'attention du législateur. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos grands penseurs du droit qui sont cités dans le monde entier, qu'il s'agisse de Montesquieu, de Montaigne, qu'il s'agisse de Portalis, ils vous disent que c'est une grave erreur de vouloir prévoir dans la loi la diversité des situations. Parce que ceci a pour effet d'aboutir à des blocages, à des difficultés d'application, et que ça fait oublier finalement les principes féconds qui ont été posés dans la loi et qui sont oubliés par, il faut bien le dire, le bavardage à laquelle la loi se laisse aller. Je crois donc que le législateur gagnerait beaucoup pour atteindre les objectifs auxquels il croit, de lutter contre l'irrespect des domaines respectifs de la loi et du règlement. Et je pense que c'est un de ses rôles. Et je voudrais à cette occasion-là souligner que je suis frappé de voir que trop souvent, le législateur renvoie à des décrets en Conseil d'État. Alors, il faut regarder comment mécaniquement le renvoi en Conseil d'État aboutit. Les administrations centrales s'en vont voir le Conseil d'État, qui après tout est leur conseil, lequel leur recommande très vivement de réécrire dans les décrets d'application la totalité du droit qui existe en la matière. Ce qui donne à des décrets des longueurs absolument invraisemblables, et je suis désolé, mais qui rigidifient les textes nouveaux. Et je pense que des décrets simples, dans de très nombreux cas, suffiraient. D'ailleurs, dans le passé, il a été émis l'idée que le Parlement serait fondé à demander aux administrations qui présentent les projets de loi un projet de décret d'application, de manière à voir quel est l'écart qui est en cours entre le projet de loi initial et le décret d'application. Je pense également qu'il pourrait être prudent pour le législateur de vérifier la nécessité de légiférer. J'insiste beaucoup sur ce point parce que je pense que les gouvernements ont besoin de communiquer, quelle que soit leur sensibilité, et que la loi peut être utilisée comme acte de communication. Et ça, c'est une dépravation un peu
du rôle de la loi. La loi, c'est un acte de souveraineté. C'est un acte, quelque part, de majesté. Et je pense qu'elle perd beaucoup en crédibilité lorsqu'elle devient un acte de communication. D'ailleurs, la loi est adoptée par le Parlement. On entend parfois dans la bouche du gouvernement « je vais prendre une loi », ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire en termes de formulation. Mais c'est un acte de souveraineté. Imaginez ce qu'on penserait d'un souverain qui serait bavard, qui serait inconstant, qui serait brouillon, qui serait ambigu, qui serait schizophrène, qui promettrait des tas de solutions qui ne se traduiraient jamais dans les actes. Je pense que le Parlement, lorsqu'il légifère, devrait toujours se poser la question sous cet angle-là. Vous êtes allé à Bruxelles, m'avez-vous dit. Je pense également qu'il faut faire la chasse aux surtranspositions du droit communautaire. La transposition pure et simple ne constitue en rien un renoncement à la souveraineté nationale. Je pense même que c'est un éclair de lucidité, la transposition pure et simple, parce que ça évite de placer la France en situation de perte de compétitivité par rapport à d'autres pays. Lorsque nous allons à Bruxelles, ça m'est arrivé pour les collectivités locales à de nombreuses reprises pour souligner l'abus du droit communautaire, on me donne la couche nationale que nous avons cru devoir y ajouter en nous disant « mais de quoi vous plaignez-vous? Vous trouvez que ce texte est beaucoup trop complexe, mais vous, la France, vous êtes l'un des seuls pays à avoir considéré qu'il était indispensable d'y ajouter une couche nationale. » Voilà pourquoi je pense que la transposition pure et simple est un acte auquel nous devrions nous livrer plus souvent. Autre recommandation, bien observer quel objectif la loi vise. Est-ce qu'elle vise à organiser les relations entre les citoyens? Est-ce qu'elle vise à organiser les relations entre les entreprises et les citoyens? Est-ce qu'elle vise à organiser la relation entre les entreprises elles-mêmes? Est-ce qu'elle vise à organiser la relation entre l'État et les collectivités territoriales? Je pense qu'il est tout à fait indispensable de bien regarder quels objectifs vise la loi. Parce qu'au détour de la loi, on finit par oublier l'objectif principal qui avait été assigné à cette loi, et on finit par lui introduire, je ne parle même pas des cavaliers, mais d'autres objectifs complémentaires qui finissent par lui faire perdre, encore une fois, une partie de son efficacité. Autre recommandation, je crois qu'il faut absolument, dans le cas où l'application peinera à être uniforme partout, introduire un principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité est contesté en France, notamment dans le droit qui régit les relations entre l'État et les collectivités territoriales. On voit bien pourquoi il est interdit, c'est que l'État veut conserver le monopole du droit qui régit les collectivités locales. Les administrations centrales n'ont jamais accepté les principes posés il y a 60 ans d'une libre administration des collectivités territoriales. Et je ne parle même pas des questions financières, mais de la possibilité pour les collectivités territoriales de s'administrer librement. Donc, introduire le principe de proportionnalité chaque fois qu'on sent que l'application uniforme dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire, sera extrêmement difficile, parce que prévoir ce principe de proportionnalité dans la loi initiale, c'est permettre au texte d'application de prévoir que les moyens d'application ne doivent pas être excessifs par rapport au but recherché. Autre recommandation, éviter surtout d'introduire trop de pénalisation dans le droit. Vous savez, c'est un immense risque d'introduire beaucoup de droit pénal dans les textes. Vous savez, si le droit pénal faisait reculer les voyous, les prisons seraient moins pleines. En réalité, le droit pénal dans les textes, notamment techniques, ça pétrifie les honnêtes gens. Ça ne fait pas beaucoup reculer les voyous. Et le vrai risque, si vous voulez, c'est de créer des comportements d'auto-assurance des agences économiques. On le voit bien dans le domaine des marchés publics, on le voit bien dans le domaine de l'environnement. Et cette auto-assurance peut être extrêmement pénalisante pour l'économie et pénalisante d'ailleurs pour l'initiative publique en général. Je ne sais pas naturellement ce que votre commission ou ce que votre mission peut penser du principe de précaution. Je pense quand même que ce principe de précaution introduit dans le préambule de la Constitution a été un choix peut-être un petit peu rapide. En tout cas, si nous pouvions, dans les textes examinés par le Parlement aujourd'hui,
faire en sorte d'affirmer de temps en temps le droit au libre choix et le droit même au risque, c'est quelque chose qui pourrait être de nature à tempérer ce principe de précaution lorsque on subodore qu'il sera un inconvénient pour l'appareil normatif français. En matière de normes aux conséquences techniques lourdes, je me demande également si la loi ne pourrait pas introduire un système de rescrit, comme il en existe en matière fiscale. Là encore, c'est très contesté sur le plan constitutionnel, mais je pense que la contestation est peu crédible. Je pense que vous avez beaucoup d'agents économiques lorsque la conséquence technique d'un texte est lourde, qui apprécieraient de pouvoir aller faire valider leur schéma de solutions techniques aux administrations concernées. Ça éviterait un excès de procédure, ça éviterait un excès de délai, ça éviterait des surcoûts inutiles. Et je pense qu'il y a probablement là un instrument qui mériterait d'être proposé. Et je crois que c'est dans la loi qu'il faut le proposer parce qu'il n'y a aucun espoir que les administrations le fassent au niveau du décret. Dernière proposition, encore une fois, c'est un petit peu une liste à l'après-vert, mais comme je vous le disais, je pense que vous auditionnerez des professeurs de droit et autres qui sont plus légitimes que je ne le suis pour vous donner un certain nombre de bons principes, de bonne législation. En revanche, j'ai essayé d'identifier un certain nombre d'effets pervers que j'ai pu constater au cours des 20 années de vie parlementaire et de ce que je constate à la CCEN. Vous avez exprimé dans les documents que j'ai lus votre souhait d'avoir une évaluation ex ante. Je pense que c'est une très très bonne initiative en matière notamment d'études d'impact. Je pense que pour renforcer la sincérité des études d'impact, il faut impérativement prévoir des évaluations ex post. Nous avons constaté à la CCEN que toutes les évaluations ex post que nous avons faites ont démontré le caractère ou peu sincère ou alors pas réussi de l'évaluation ex ante. La raison pour laquelle il faut probablement, pour donner un petit peu de moralité, pour moraliser, disons, n'utilisons pas de termes excessifs, disons pour discipliner un peu, oui. Voilà, c'est ça. L'évaluation ex ante, ça serait bien de prévoir systématiquement l'évaluation ex post, quand bien même vous ne la feriez pas à chaque fois. Si je termine sur les questions que nous avons rencontrées au sein de la CCN, dont j'ai bien conscience que ça ne couvre qu'une infime partie de vos travaux, puisque ça ne traite que des relations entre l'État et les collectivités territoriales, nous sommes quand même frappés par l'invraisemblable résistance des administrations centrales françaises qui ont voulu garder un pouvoir que le législateur a souhaité conférer soit aux administrations déconcentrées, soit aux administrations décentralisées. Et depuis les années 50, la volonté politique est exprimée, quelles qu'aient été les alternances, a été exprimée systématiquement. Et 64 ans après, nous sommes toujours dans la même situation. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème de gouvernance de notre pays. Et je me réjouis que le gouvernement marque une volonté très très forte, mais sa volonté très très forte devra faire l'objet d'un suivi très attentif également, afin de vérifier que les administrations centrales obéissent bien au pouvoir politique, parce que c'est quand même un élément substantiel de la démocratie. Deux sujets sur lesquels je souhaiterais attirer votre attention et même vous faire peut-être la recommandation de l'auditionner pour le cas où elle ne serait pas prévue dans votre programme. Je pense que Madame Chavrier, qui est doyen, on ne dit plus doyen maintenant, si, de Paris 1, de droit, est une très très bonne spécialiste du droit qui, à ses yeux, pourrait être élaboré également par les administrations locales. Et je pense qu'elle a écrit des choses très intéressantes sur ce sujet. Je pense que vous pourriez l'auditionner d'une manière très positive pour vos travaux. Parce qu'il faut regarder de très près si on ne peut pas faire en sorte que le droit résiduel des administrations centrales à continuer à réglementer dans le domaine des compétences transférées ne soit pas circonscrit un peu.
parce que nous assistons à une situation qui est absolument invraisemblable. L'État, au cours des 30 dernières années, a transféré des compétences considérables et les administrations centrales continuent de réglementer sur ces compétences transférées. Ceci donne lieu à une vraie difficulté financière, mais également à une vraie difficulté juridique. Donc, je crois que examiner de près quel est le pouvoir résiduel des administrations centrales de continuer à réglementer dans des domaines où les compétences ont été transférées serait absolument indispensable. Enfin, je termine sur un sujet qui me paraît important. Nous sommes dans un pays où les administrations qui prescrivent très souvent ne paient pas le coût de leur prescription. Alors, lorsqu'il s'agit d'une prescription qui est payée par des agents économiques privés, ça peut se concevoir, c'est le rôle de l'État. Mais lorsqu'il s'agit de prescriptions qui sont payées par d'autres administrations, je crois absolument indispensable d'introduire un principe de prescripteur-payeur, ce qui rationaliserait un petit peu la prescription initiale. Voilà, j'ai peut-être été ou un peu long ou à la limite peut-être un petit peu rapide sur d'autres questions, mais je me propose, si vous le voulez bien, de répondre maintenant plutôt à vos questions, plutôt que de rester sur un propos initial trop général. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos préalables à nos débats et de nous laisser le temps justement de pouvoir discuter avec vous de toutes ces propositions très intéressantes. Je vous propose qu'on prenne 4 ou 5 questions et que vous y répondiez. Et puis on continuera après vers une autre série de questions. Mes chers collègues, Cécile Untermaier. Merci. Oui, députée de Saône-et-Loire, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, monsieur. Je reviendrai sur la hiérarchie des normes et vous avez tout à fait raison de soulever l'irrespect que l'on a des articles 34 et 37 de la Constitution. Mais cela provient aussi peut-être de la prise de position du Conseil constitutionnel de ne pas interférer depuis 1982 sur cette question entre la loi et le règlement. Alors, au constat de cette dérive que nous constatons tous, est-ce que vous considérez qu'une discipline finalement entre guillemets constitutionnelle devrait revenir et rappeler les règles relevant et du règlement et de la loi? C'est ma première question. Ma deuxième, c'est sur, bon, vous avez raison, les administrations n'ont pas la culture juridique. Je ne suis pas sûre que les parlementaires entourés de leur personnel l'aient aussi davantage, mais on ne peut pas leur reprocher, hein, parce qu'ils ne sont pas là pour cela. Mais nous sommes en faiblesse par rapport quand même à une administration qui est un peu plus quand même juridique que nous. Comment faire pour éviter une loi bureaucratique ? Et puis, rejoignant ce point, comment faire pour que la loi ne soit pas bureaucratique et soit bien celle qui doit être prise au regard des personnes auxquelles elle s'applique? Comment faire remonter en quelque sorte les observations, je dirais, des citoyens sur une loi qui va venir ensuite interférer dans leur vie au quotidien? Voilà les 2 ou 3 questions que je souhaitais poser. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Régis Juanico. Vous avez évoqué Madame Chavrier, alors qu'on a auditionné la semaine dernière, ici même, devant la mission, et en particulier sur la question de l'adaptation du pouvoir normatif au niveau local et au niveau régional. Et j'avais envie de poser la même question que je lui ai posée la semaine dernière. C'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure du lien entre les directives européennes et leur application au plan national et aussi par les collectivités locales. Vous dites, dans la plupart des cas, il vaut mieux une transposition pure et simple de la directive européenne. Alors, sans doute, mais après, la question que l'on peut se poser, c'est comment on fait appliquer aujourd'hui un principe fondamental qui est celui de la subsidiarité dans justement la transposition des directives européennes. Et je vois mal comment les choses peuvent se concilier. En tout cas, on voit mal aujourd'hui comment on laisse une marge d'adaptation, une marge de manœuvre à l'échelon local pour l'application et la transposition justement de ces directives européennes. Donc si vous pourriez
préciser un petit peu là-dessus vos idées. La deuxième chose, c'est sur la procédure législative, puisque la question centrale qui nous est posée dans cette mission, c'est comment simplifier la procédure législative. Est-ce que vous avez des propositions concernant la question de l'amélioration des études d'impact, dont on peut estimer ici de façon assez unanime que la qualité laisse à désirer. Vous évoquiez les questions d'évaluation, alors ex ante et ex post, effectivement, avec le décalage et la différence qu'on pouvait y constater. Alors comment réduire ce décalage-là en améliorant la qualité des études d'impact? Et puis, en tant qu'ancien parlementaire, est-ce que vous pensez qu'une simplification drastique de la procédure parlementaire, c'est-à-dire le fait de passer devant la commission, puis en séance publique, puis en plusieurs lectures, puis les navettes, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir faire plus simple? Enfin, je ne résiste pas à une question au pape de la LOLF, à l'un des deux papes de la LOLF, hein, l'un des deux papas de la LOLF, avec Didier Migaud, puisque la loi de finances nous occupe quand même ici au moins 2 à 3 bons mois, en particulier les membres de la commission des finances. Et est-ce que vous avez pu en faire une évaluation depuis 2001 sur son application? Qu'est-ce qui vous paraîtrait là aussi possible d'améliorer? On est beaucoup à considérer à la commission des finances ici à l'Assemblée nationale que le projet de loi de règlement occupe une place qui n'est pas la sienne aujourd'hui. On débat trop peu de la loi de règlement alors que c'est plutôt la vérité budgétaire, et on débat trop longtemps de la loi de finances initiale alors que ce ne sont que les intentions budgétaires. Comment on pourrait revaloriser ce moment-là? Et sur les indicateurs de performance, donc vous avez voulu qu'ils soient très présents dans les rapports de performance des documents budgétaires, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on peut s'améliorer dans leur définition, parce qu'aujourd'hui, ils correspondent quand même assez peu à ce qu'on attend d'indicateurs de performance? Voilà. Je vous propose de commencer à répondre à cette série de questions et puis on continuera à vous en poser quelques autres après. Merci, Madame la Présidente. Madame Ottermeier, alors sur le Conseil constitutionnel, il s'est prononcé d'une manière claire en considérant que le gouvernement avait le pouvoir, en séance publique, d'opposer son désaccord lorsque le champ du règlement est envahi par la loi. Il a considéré qu'il ne lui appartenait pas de faire la police que le gouvernement ne faisait pas lui-même. C'est une position qui est assez contestable, mais elle a été prise. En revanche, ce que nous avons constaté à la CCN, c'est qu'il était bien dommage que le déclassement ne soit pas plus souvent utilisé. Le déclassement est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement. Il suffit au Premier ministre d'envoyer au Conseil constitutionnel la liste des mots, des paragraphes ou des fragments de texte qui relèvent du domaine réglementaire pour que le Conseil constitutionnel, dans le délai de 15 jours, déclasse le dispositif qui a été prétendument législatif. Alors entendons-nous bien, le texte reste dans la loi, mais il n'a plus qu'une valeur réglementaire. Ce qui me semblerait une bonne pratique. Et je vais même vous dire, je pense que le législateur s'honorerait à écrire de temps en temps au Premier ministre en disant, voilà, très humblement, nous avons considéré que dans tel ou tel texte, nous avons beaucoup trop envahi le champ du règlement. Si nous ne déclassons pas, ça veut dire qu'il faut adopter une nouvelle loi pour pouvoir modifier le dispositif initial. C'est souvent vrai, Monsieur le Président Thierry Mandon, pour les normes techniques. Les normes techniques ont vocation à évoluer par nature avec le progrès technologique. Or, dans certains cas, vous violez la loi si vous retenez le dernier progrès technologique. C'est quelque chose d'absolument insensé. Et la solution, ce n'est pas une nouvelle loi. La solution, c'est le déclassement. Voilà pourquoi je pense, pour répondre à votre remarque, en effet, le Conseil constitutionnel ne fait pas, si j'ose dire, le toilettage, mais il pourrait être fait par la voie du déclassement, qui me semble être la bonne voie, et tout à fait entre nous, bien meilleure dans certains cas que l'ordonnance. Mais ça, c'est
une idée de vieux juriste. Sur la manière d'avoir des lois moins bureaucratiques, sur la manière d'associer ceux auxquels elles s'appliquent, pour être franc, celui qui connaît la meilleure réponse n'est pas né, je le crois. Je pense que le droit issu des gens simples est meilleur que le droit issu de techniciens. Nous avons des lois d'experts aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple, puisque beaucoup de parlementaires sont maires, je ne sais pas s'ils pourront le rester longtemps, mais ils marient parfois et ils sont obligés de lire les articles du Code civil qui régissent les relations entre les époux. Chacun voit très bien à quelle époque de notre civilisation juridique les textes ont été écrits. Et je vais vous prendre l'article qui est relatif à la contribution des époux aux charges du mariage. En 1804, on dit « les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ». Si on écrit ça dans la ligne éditoriale parlementaire aujourd'hui, on dit « les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de la moyenne de leurs revenus des 5 dernières années, pondérés par, etc. » Je suis sûr que nous écririons ça. Tout simplement parce qu'on voudrait y introduire un idéal technique, un idéal arithmétique qui n'est pas réaliste. Tout ça pour vous dire, essayer de répondre à votre question, je pense que les lois écrites de manière simple sont meilleures que les lois trop techniciennes. Et que par ailleurs, c'est dans le domaine réglementaire que très souvent, on y met des dispositions qui sont incompréhensibles. Sur la manière de faire mieux, d'associer. Alors si on associe les lobbies, soit dit en passant, ils sont déjà très présents, je pense que ça ne sera pas meilleur. Ce n'est pas très, très commode. Monsieur Juanico, sur le lien directive européenne et notamment le principe de subsidiarité. Alors précisément, moi je pense que la couche nationale pourrait être consacrée à dire que les moyens employés pour l'application de la disposition issue du droit communautaire doivent impérativement avoir une proportionnalité par rapport au but recherché. Et je pense que ce serait le début d'un rééquilibrage qu'il faut absolument obtenir entre le droit communautaire qui a les mêmes défauts aujourd'hui que le droit français, c'est qu'il est écrit de manière très technicienne et il ne laisse plus de place à l'application du principe de subsidiarité qui est quand même un principe fondateur du droit communautaire. Donc, je crois que ça pourrait être essayé dans une loi de transposition, d'essayer de réaffirmer le principe de subsidiarité et d'énoncer ce que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, constaterait, c'est que les moyens employés ne doivent pas être excessifs par rapport au but recherché. Ce qui est le principe de proportionnalité qui est aussi présent dans le droit fondamental de l'Union européenne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la question de la transposition et de faire appliquer autant que possible le principe de subsidiarité. Sur la procédure législative, je passe vite sur les études d'impact. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est grâce à des études ex post que nous pourrions arriver à des études d'impact ex ante qui soient vraiment bien appropriées. Sur la procédure parlementaire, moi, je n'ai pas du tout été fanatique de la solution retenue par la dernière révision constitutionnelle de 2008. Je ne suis pas sûr qu'elle soit un progrès, je vous le dis comme je le pense. Je crois encore une fois qu'il n'est pas dit que tout se discute mieux en séance publique qu'en séance de commission. C'est pourquoi je pense qu'on peut arriver à élaborer du meilleur droit en commission, même si le vote solennel doit être fait en séance publique, tout le monde en est d'accord. Le droit raisonnable, peut-être trouve-t-il mieux à s'épanouir dans la commission, saisie au fond, après tout, aux commissions qui peut être ouverte. Oui, c'est le fait de travailler sur le texte de la commission qui me gêne. Parce que je pense que ça pose un problème. Un texte, c'est une logique. Et vous ne pouvez pas avoir deux logiques. La logique de celui qui l'écrit initialement, qui est le pouvoir exécutif, et la logique parlementaire derrière. Donc vous trouvez véritablement aujourd'hui dans les textes des contradictions, mais
consubstantiel au mode de fabrication de la loi. Donc, bon, peut-être que c'est un détail, la question de savoir sur quel texte on travaille. Mais je pense que... Mais je ne suis plus parlementaire, donc je ne suis plus compétent pour donner mon avis sur le sujet. J'ai essayé de répondre à la manière de favoriser une meilleure procédure législative. Je termine sur la LOLF très très rapidement. Écoutez, je ne vois vraiment pas pourquoi on continue d'avoir un débat de loi de finances qui dure 3 semaines. On ne change pas une virgule. Ça n'a aucun sens, enfin. Et donc, je pense qu'il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est qu'il faut arrêter de discuter des finances de l'État seulement. Donc, il faut discuter en même temps des finances de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Il faut y consacrer 3 jours. Et il faut avoir une loi de règlement qui dure 3 semaines. Voilà, ça me paraît être le seul moyen. Sur les indicateurs, il faut être clair, la LOLF n'a jamais recommandé d'avoir autant d'indicateurs que ceux qui ont été inventés par Bercy. Donc, il faut diviser par 10 le nombre d'indicateurs, avoir des indicateurs robustes qui renseignent le Parlement. Et puis voilà, je pense que véritablement, la LOLF, de ce point de vue-là, mais je dirais plus exactement, la doctrine d'application de la LOLF doit être revue pour être simplifiée d'une manière aussi très substantielle. Merci, Monsieur Lambert. J'avais juste une remarque par rapport au raisonnement sur le texte de la Commission qui arrive en séance. Moi, je trouve à l'usage que c'est assez efficace, finalement. Mais en poussant votre raisonnement un petit peu loin, ça conduirait à n'avoir plus qu'une seule chambre. Puisque si on veut, il faut que le texte présenté en séance soit consubstantiel de la logique de celui qui le produit. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y ait de Sénat. Bon, moi, j'avais une question concernant le principe de précaution. Vous dites qu'il faut tempérer le principe de précaution. Comment faire, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le sortir de la Constitution ou ramener au niveau constitutionnel un autre principe pour le tempérer? Parce qu'on voit que finalement, ce principe conduit à être extrêmement précautionneux dans des rédactions d'énormément de lois, de façon relativement technique aussi. Donc voilà, je pense que ça c'est important. Et deuxièmement, comment mettre en place le principe de proportionnalité tout en respectant la Constitution? Vous avez dit que c'était déjà dans notre droit. Maintenant, souvent quand on essaye de faire la proportionnalité, on nous dit que ça sera jugé de façon anticonstitutionnelle. Donc concrètement, comment est-ce que vous avez des pistes pour la mise en œuvre de ce que vous avez évoqué de façon très concrète? Voilà les 2 questions que j'avais. Monsieur le rapporteur? Oui, moi j'en ai plusieurs qui sont, que vous avez évoquées, mais je voudrais creuser à la fois au regard de votre analyse et de votre expérience. Enfin, les 2 sont évidemment imbriqués. La première concerne l'épistémologie, entre guillemets, des études d'impact. Les études d'impact sont produites, bien ou mal, par ceux qui présentent les textes. Première conséquence, on peut s'interroger sur la qualité, en tout cas la profondeur de ces études. Et quand on regarde de près, parce qu'il ne faut jamais faire de théorie, faire de la pratique, il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas seulement de l'amélioration de la qualité. Je pense qu'il y a aussi des vrais problèmes épistémologiques, de fabrication par ceux qui ont un intérêt au texte de loi de l'étude d'impact. Deuxième conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'impact sur les propositions de loi, par définition. Il n'y en a pas sur les amendements, gros amendements, même si c'est très difficile de dire ce qui est un amendement significatif. Enfin, il y a des amendements quand même qu'on fait rentrer dans des textes de loi, parfois d'ailleurs à la sauvette. Si je reprends l'histoire des pigeons, de l'amendement pigeon qui a débarqué du ciel, qui a perturbé tout un système. Pendant 1 an, il a fallu faire des assises de l'entrepreneuriat pour récupérer ces bêtises. Enfin, donc, il y a un gros sujet étude d'impact et il y a un gros sujet capacité d'un Parlement du futur, proche, à disposer par lui-même des moyens d'expertise et d'analyse et d'élaboration des études d'impact. En tout cas, j'aurais votre avis là-dessus. Deuxième élément qui a été évoqué la dernière fois où on a fait des auditions et qui me semble très intéressant, on n'avait pas tranché, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Question
pour la qualité de la loi, la qualité juridique de la loi, des avis du Conseil d'État donnés au gouvernement quand il les demande sur, très fréquemment, quasi systématiquement maintenant, sur ces textes de loi. Ces avis, on les connaît par le Figaro ou par les Échos, mais on n'en a pas connaissance autrement. Si on travaille sur la qualité législative, est-ce que finalement, ce que pense le Conseil d'État du texte du projet qui lui est proposé, est-ce qu'il ne serait pas utile d'en disposer? Et troisième élément, c'est lié à l'un et à l'autre. Est-ce que, ça a été évoqué là aussi la semaine dernière ou il y a 15 jours, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un peu comme ça se fait dans les débats budgétaires dans les collectivités, en amont du texte de loi et du débat législatif, là aussi peut-être pas sur tous les textes, enfin il faudrait regarder, autour de l'étude d'impact, donc qui serait préalable au texte, une sorte de débat d'orientation et de moment de débat qui permettrait finalement non pas de purger, mais de débarrasser le débat purement législatif d'une grande partie des débats de fond, y compris des divergences de points de vue qu'il peut y avoir sur un texte, et donc de réserver pour le coup la partie plus législative à un vrai travail de qualité législative. Voilà, c'était les trois questions que je voulais vous poser. Sur la manière de tempérer le principe de précaution, je ne voudrais pas énoncer des points de vue qui sont politiquement incorrects, mais je pense quand même que le Conseil constitutionnel, fort sagement, n'a jamais vraiment regardé si le principe de précaution était violé dans les textes qui ont été adoptés depuis que ce principe a été introduit dans le préambule de notre Constitution. Dès lors, je pense qu'il est du principe de précaution comme du quinquennat. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière, parce que ça soulève des questions philosophiques telles que je crains qu'on ne s'enlise lorsqu'on les réouvre, ces questions. Si j'ai cité le quinquennat, c'est parce que je pense qu'en effet que le quinquennat et l'inversement du calendrier a substantiellement modifié notre Constitution. Ça n'était pas qu'une question de délai du mandat présidentiel, c'était véritablement une présidentialisation du fonctionnement de nos institutions, qui a d'ailleurs pour effet d'exposer le président de la République, de diminuer le rôle du Premier ministre. C'est d'un impact, là, du coup, absolument considérable, et je ne suis pas sûr qu'au moment où les choses étaient adoptées, on les ait totalement mesurées. Cela étant, on le mesure aujourd'hui, mais je pense qu'il est politiquement difficile de faire des propositions dans ce sens. Il en est de même, à mon avis, d'un point de vue juridique, retirer du préambule de la Constitution le principe de précaution serait la sagesse. Cela étant, je ne suis pas sûr que ce soit commode à faire. Dès lors que ça n'est pas commode à faire, dès lors que le Conseil constitutionnel n'y consacre pas son énergie, je pense qu'il est tout à fait possible d'introduire dans les lois des dispositions qui, naturellement, ne disent pas clairement et explicitement qu'elles sont contraires au principe de précaution, mais il faut que par leur rédaction, on puisse cantonner le principe de précaution dans un périmètre le plus étroit possible. Voilà la méthode législative que je recommanderais. S'agissant de la proportionnalité, le Conseil constitutionnel a été très clair, et le Conseil d'État aussi, du coup. C'est-à-dire qu'on peut introduire le principe de proportionnalité dans chaque loi. Ce qui n'a pas été admis à ce stade, c'est l'introduire dans une loi organique, par exemple, en disant que le principe de proportionnalité s'applique à l'ensemble du droit. Alors qu'il s'applique en droit du travail, il s'applique dans différents droits, d'ailleurs en droit pénal, il ne peut pas s'appliquer en droit administratif. C'est la manière dont les administrations se sont protégées. Cela étant, il a été clairement dit qu'il était possible de l'introduire dans chacune des lois où ce principe aurait une grande utilité pour l'applicabilité des lois. Donc, vous avez, et ça n'est pas
ça n'est pas contesté du point de vue constitutionnel, la possibilité d'introduire ce principe de proportionnalité dans chacun des textes où il vous semble qu'il y aurait tout à fait sa place. J'en viens aux questions de monsieur le rapporteur. Alors, honnêtement, sur les études d'impact, c'est comme toutes les pratiques nouvelles, c'est avec le temps qu'on peut arriver à les parfaire. Encore une fois, je me fonde que sur l'expérience concrète de la CCEN, nous avons constaté une transformation substantielle de ces études d'impact lorsque nous avons indiqué clairement que nous ferions une étude ex post. Parce que là, du coup, ça a totalement changé. Il y a eu le sentiment pour ceux qui faisaient l'étude d'impact d'un engagement de crédibilité de leur part. Et nous avons véritablement trouvé un changement considérable dans leur comportement. En revanche, je vous posais une question beaucoup plus profonde, qui est de savoir comment on rétablit, au final, les moyens d'expertise de l'exécutif comparés aux moyens d'expertise du Parlement. Je pense franchement que c'est une des grandes faiblesses de notre pays liée à son histoire centralisée. Les moyens d'expertise de l'exécutif sont totalement disproportionnés par rapport à l'usage qu'il en fait. Et les moyens d'expertise du Parlement sont faibles, ne le prenez pas mal, mais je pense que vous le pensez tous, sont faibles, en tout cas comparés aux moyens de l'exécutif. Et ça, dans le cadre d'une réforme où on se pose la question de savoir comment on peut optimiser les ressources humaines de la puissance publique. Ça pourrait être un rééquilibrage. Regardez les corps d'inspection, par exemple. Les corps d'inspection sont exclusivement au service de l'exécutif. Je ne vois pas ce qui, du point de vue déontologique, choquerait, et certains s'en nuent beaucoup. Et là, vous avez des gens qui, pour différentes raisons, sont d'une très très grande qualité. Si on prévoyait, par exemple, avec une sorte de mobilité, la possibilité de constituer un corps, sinon d'inspection, en tout cas un corps d'expertise, à la disposition du Parlement, à partir de ces personnes qui viendraient y passer 4 ou 5 ans, je pense que ça serait extrêmement utile. Et dans une démocratie qu'on veut équilibrer, dans une démocratie où on veut que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ne soit pas ennemi, mais au contraire essaie de chacun de jouer bien son rôle, je pense que la bonne répartition et la juste répartition des moyens d'expertise est un progrès. Je le crois vraiment. S'agissant des amendements dits substantiels, là, il n'y a pas d'autre solution que de laisser à la commission saisie au fond le soin de les apprécier. Parce que je ne vois pas qui peut le faire autrement. Vous avez raison de dire que comment juger s'ils sont substantiels ou pas. En tout cas, en matière fiscale, pour avoir été rapporteur général du budget et président de la commission des finances, il est arrivé des amendements, dans certains cas d'ailleurs préparés par l'exécutif, donnés à des parlementaires dans des conditions qui restent parfois obscures, et qui changeaient, mais alors vraiment d'une manière inquiétante, une bonne organisation du régime fiscal qui s'appliquait à certaines dispositions. Donc vous avez raison, je pense que c'est un sujet majeur, mais je ne vois pas qui pourrait être légitime pour qualifier le caractère substantiel d'un amendement, si ce n'est la commission saisie au fond. S'agissant des avis du Conseil d'État, là encore, c'est probablement politiquement incorrect de ma part, mais mon idée est très claire. Je trouve inadmissible que les avis du Conseil d'État ne soient pas transmis au Parlement. Ou alors, je le dis franchement, s'il y a un conseil qui est réservé à l'exécutif dans notre pays, il faut que le pouvoir législatif ait son propre conseil. Et il sera opposé un conseil à l'autre. Nous ne pouvons pas vivre dans une démocratie avec un déséquilibre de cette nature, où vous avez un exécutif qui se prévaut d'un conseil qui, de surcroît, est quand même la juridiction, soit dit en passant. C'est quand même assez extraordinaire. Donc je crois vraiment qu'il y a une nécessité absolue de pouvoir avoir au niveau du Parlement, et c'est d'ailleurs vrai des collectivités territoriales, monsieur le rapporteur, les collectivités territoriales vont avoir à se poser la question de savoir si elles n'ont pas besoin d'un conseil à leur tour, puisque l'exécutif vient leur dire « voilà les dispositions réglementaires que nous vous imposons, mais vous savez, nous aurions évité de le faire, mais c'est le Conseil d'État qui nous y oblige. » Quand nous leur disons « mais donnez-nous l'avis du Conseil d'État », on dit « ah mais non, on n'a pas le droit ». Bon. Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc je crois franchement que c'est pas bon pour la démocratie, je le dis franchement, parce que c'est donner le sentiment que le législateur devrait légiférer
selon une modalité et en fonction d'un avis secret qu'il ne connaîtrait pas, et s'agissant du droit réglementaire, d'un conseil qui, ensuite de ça, va avoir une autre formation qui, elle, est juridictionnelle, pour savoir si le droit est bien conforme à la Constitution ou au droit fondamental. Je trouve honnêtement que c'est une démocratie approximative, ça. Donc il faut y mettre fin, sous une forme ou sous une autre. S'agissant du débat d'orientation que vous indiquiez tout à l'heure, je pense que ça serait peut-être un meilleur usage de la discussion générale qu'il faudrait envisager de faire. Ouais, il m'a semblé que les discussions générales, mais c'est vrai que ça fait déjà 3 ou 4 ans que j'ai quitté le Parlement, étaient des moments assez d'ailleurs, assez baroques, où il y a en séance celui qui parle, quelques collègues qui viennent gentiment l'écouter, et c'est une succession de discours, mais ça n'est en rien une discussion. Ça n'est en rien une discussion. Or, ce serait le moment de purger les sujets un peu délicats et de les échanger de manière à ce que la discussion sur les articles, monsieur le rapporteur, puisse être une discussion législative. La première doit être une discussion politique avec un grand P au sens noble du terme, et la deuxième devient une discussion législative et donc inévitablement un petit peu technique, en tout cas juridique. Donc je crois en effet que c'est par la discussion générale, en améliorant la qualité de la discussion générale, probablement d'ailleurs en rendant moins longs les propos en discussion générale. Je pense que c'est de ce côté qu'il faut faire progresser les choses. C'est même stupéfiant parce que quand on regarde bien, enfin, la vraie discussion générale, c'est les explications de vote. Le vrai moment de débat politique élevé sur un texte en jeu, c'est les motions de procédure éventuellement. Voilà. Mais le débat général sur les textes, moi j'ai vu des textes ici passer, des textes importants, en fait, c'est cette succession de monologues, il n'y a aucun échange, il n'y a aucune construction commune, enfin, ou pas construction commune d'ailleurs, il peut y avoir des conflits irréconciliables, mais vraiment, ça ne se fait pas en commission parce qu'on est pressé, ça ne se fait pas en séance parce que de toute façon on est tous concentrés sur ce qu'on va dire après celui qui parle, donc on ne sait même pas ce qu'il raconte. Ça se fait nulle part. Non mais c'est extraordinaire. Il y a une disparition du débat politique. Donc il y a en effet quelque chose à trouver. Là. Je ne sais pas comment, quoi, mais il y a quelque chose à trouver. On a peut-être encore 2 minutes. Je ne sais pas si l'intervenant suivant est arrivé. Je rebondissais en fait sur l'analyse des amendements structurels par rapport au texte. Il y a aussi une difficulté qu'on a pour évaluer la qualité d'un amendement ou la profondeur d'un amendement. Certains amendements, en particulier du gouvernement, se sont déposés quelquefois presque au dernier moment, puisqu'ils ont cette liberté, et quelquefois changent en profondeur le texte initial sur certains articles. Voilà. Est-ce que cette faculté qui est donnée au gouvernement de déposer ces amendements au dernier moment est source de sens ou pas? Moi, ça m'a toujours choqué. Il y avait la question tout à l'heure de Thierry Mandon aussi qui portait sur les moyens dévolus au Parlement aujourd'hui en termes d'expertise. Si l'on veut avoir notamment des études d'impact et des travaux de qualité, et les moyens accordés aussi aux parlementaires, bon, en dehors des administrateurs qui font un travail excellent, on est bien placé pour le savoir, mais en dehors des administrateurs, les moyens aussi accordés aux parlementaires pour faire un travail de qualité sur l'élaboration, le suivi et le contrôle de la loi. Alors, sur les amendements, Madame la Présidente, disons les choses franchement. Le fait majoritaire de la Ve République ne fait tout de même pas obligation au Parlement d'adopter les amendements de gouvernement. Et moi, je l'ai souvent constaté, et c'est quand même une curieuse démocratie que la France, en tout cas depuis la Ve République, où finalement, quand on est dans la majorité, ne pas adopter l'amendement du gouvernement, c'est être déloyal. Quand bien même l'amendement ne serait pas du tout politiquement porté par le gouvernement, mais serait la volonté des administrations centrales pour des raisons techniques qui les concernent. Bien. Donc, est-ce qu'il faut, en quelque sorte, trouver une règle compliquée
alors qu'il suffit à la majorité de ne pas le voter. Je crois vraiment que nous devons réfléchir à ça. Moi, je pense que le fait majoritaire, alors pardonnez-moi d'y revenir une seconde fois, mais le fait majoritaire qui est consubstantiel à la Ve République, quand on y ajoute le quinquennat, l'inversement du calendrier, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est l'existence même du Parlement qui est posée. C'est d'ailleurs la limite, si je peux me permettre de faire un échange de votre raisonnement, c'est qu'on n'est plus en 5e, Monsieur le Président. On est en 5e et demi, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier. La majorité est élue avec la photo du président à côté de lui, elle procède du président, et sa capacité politique, quelle qu'elle soit, est entravée, du fait de cette légitimité démocratique dont elle dispose, et qui procède quasi directement maintenant du président de la République. Alors ça changera peut-être un jour que les Français comprendront que ce n'est pas très bien, puis ils auront un président et une autre majorité. Mais aujourd'hui, si on fait de la théorie de la démocratie, la majorité parlementaire procède directement du président. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on est en 5e et demi, mais on n'est plus en 5e. Et donc ça pose à la question posée Madame la Présidente une réponse un peu différente. La difficulté que je vois, c'est que quand on a le même délai que pour les autres amendements, on a le temps de les regarder et on a le temps d'organiser la réponse du groupe majoritaire. Du groupe de l'opposition, c'est toujours très simple, mais du groupe majoritaire. Alors que quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'organiser la réponse du groupe majoritaire, même si, voilà, c'est plutôt ça. Et c'est lié, oui, c'est lié au quinquennat aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de regarder au fond l'amendement, renégocier éventuellement des sous-amendements, renégocier avec le gouvernement le retrait. Enfin, il n'y a pas le temps, quoi, quand c'est au dernier moment. C'était un peu ça. Monsieur le rapporteur a indiqué tout à l'heure sur le fait que la Ve République, dans son esprit originel, n'est plus celle que nous connaissons aujourd'hui. Je suis complètement d'accord, mais j'ai essayé de répondre à votre question, Madame la Présidente, sur la manière de gérer des amendements de dernière minute. J'y ai souvent réfléchi parce que, ayant été ministre pendant 2 ans, j'ai même vu des amendements tellement de dernière minute que le fonctionnaire qui l'apportait refusait au ministre que j'étais que je le lise avant qu'il soit appelé. Tout simplement parce que dans certaines administrations, dans certains ministères extrêmement distingués, les directions générales ne se parlent pas. Et donc, si vous avez un amendement de la direction du Trésor et que vous êtes le ministre du Budget, la même direction du Trésor n'a pas obligatoirement envie que le ministre du Budget y voit une conséquence budgétaire et défende mollement l'amendement qui arrive à 3 heures du matin. Et donc, le plus sûr moyen, c'est qu'on vous le donne au moment où il est appelé. Vous n'avez plus qu'une solution, c'est de le lire. Donc, tout ça pour vous dire que ces amendements de dernière minute, il m'est arrivé, dans la circonstance que je vous évoque, j'ai soufflé au rapporteur surtout de ne pas l'adopter. Ou alors de demander la réserve. En tout cas, il faut utiliser toute la procédure parlementaire pour, là encore, discipliner un petit peu la relation de séance entre le gouvernement et le Parlement. Si on ne veut pas aller jusqu'au vote contre, il faut utiliser toutes les ressources de la procédure parlementaire pour montrer quand même que vous n'êtes pas là pour ratifier, vous n'êtes pas des greffiers des administrations centrales. Alors, il y a d'autres causes qui font que l'amendement vient en dernière minute. C'est l'excellent Conseil d'État. C'est que c'est quand même un moyen pour le gouvernement de ne pas être obligé de lui transmettre le texte qu'il n'a pas mis dans son projet de loi initial. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il faut se réserver le temps de la discussion, y compris grâce à une suspension de séance, entre le gouvernement et la commission saisie au fond. Et je pense qu'il faut utiliser toutes les ressources de la discussion parlementaire. S'agissant des moyens accordés au Parlement, M. Janicot, je crois que la solution qui consisterait à pouvoir bénéficier d'une partie des ressources humaines qui sont aujourd'hui dans les inspections générales serait une bonne réponse. Allouer des moyens supplémentaires à chaque parlementaire à raison de leur engagement très disparate au service de l'élaboration de la loi, ça pourrait être
pas très productif que de donner des moyens identiques à tout le monde. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit des moyens qui sont mis à la disposition des commissions, par exemple, plutôt que des parlementaires.